L'histoire de l'humanité ressemble de plus en plus à une course entre l'éducation et la catastrophe. C'est une phrase qui a été écrite par l'écrivain britannique H.G. Wells en 1920. Donc un siècle s'est écoulé depuis que cette phrase a été écrite. Qu'est-ce qui s'est passé en un siècle ? L'humanité a accumulé une somme prodigieuse de connaissances scientifiques. L'alphabétisation et l'éducation ont progressé partout sur Terre. Et surtout, l'information se propage infiniment plus vite aujourd'hui qu'il y a un siècle. Donc toutes ces conditions, en théorie, auraient dû nous permettre d'atteindre un sommet dans notre capacité à nous éduquer, à nous informer, à coopérer pour résoudre toutes sortes de défis collectifs. Et au lieu de ça, on a l'impression chaque jour que la catastrophe est en train de l'emporter sur l'éducation. 6 des 9 limites planétaires ont déjà été franchies. La démocratie recule au profit des régimes autoritaires. Et l'espérance de vie commence même à décliner dans plusieurs pays développés. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Ma conviction, c'est qu'il existe une crise invisible qui nous empêche de répondre intelligemment aux autres crises. L'espace mondial de l'information est en crise. Qu'est-ce que c'est l'information ? Au sens large, on a déjà parlé aujourd'hui un peu plus tôt. L'information, c'est tout ce qui nous permet de construire et de mettre à jour notre représentation du monde. Alors bien sûr, on n'est pas omniscient, donc on est obligé de se référer à des intermédiaires, des médias, pour collecter et interpréter des données et les mettre en forme sous forme d'informations. Aujourd'hui, les médias appartiennent à 2 grands types. Il y a d'une part des médias traditionnels, qui incluent la radio, la presse et la télévision, et d'autre part les médias sociaux, qui incluent notamment les réseaux sociaux. Je ne vais pas m'étendre longtemps sur les médias traditionnels, mais retenez que le principal biais induit par les médias traditionnels réside dans leur propriété. Aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, il y a une poignée de familles fortunées qui possèdent la majorité des médias quand ces médias ne sont pas directement aux mains d'un État totalitaire. Y compris dans des pays démocratiques. En France, par exemple, 11 milliardaires se partagent 80% des parts de marché de la presse d'information nationale quotidienne et 60% des parts de marché de la télévision. Donc ça veut dire que la vision du monde de ces propriétaires influence directement la ligne éditoriale de ces médias, donc l'opinion publique et donc potentiellement l'issue des élections dans ces pays. Mais aujourd'hui, le premier mode d'accès à l'information, ce n'est plus ni la presse, ni la radio, ni la télévision, ce sont les médias sociaux. Alors les médias sociaux, vous les utilisez toutes et tous, j'imagine, ou en tout cas certains. YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok dernièrement. Ils ont tous des fonctionnalités et des apparences distinctes, mais ils partagent exactement le même modèle économique. Ce modèle économique, il consiste à capter l'attention de plusieurs centaines de millions de personnes et à convertir cette attention en revenus publicitaires. Donc ce que ça signifie, c'est que les entreprises les plus importantes, les plus puissantes, celles aux plus importantes capitalisations boursières du monde d'aujourd'hui, sont en compétition pour extraire une ressource rare et limitée, bien qu'immatérielle, qui est votre temps de cerveau disponible. L'économie de l'attention a de très nombreuses conséquences à toutes les échelles. On estime que tous les jours, sur YouTube, l'humanité regarde en cumulé 120 000 ans de vidéos. Et sur les 120 000 ans de vidéos que regarde tous les jours l'humanité sur YouTube, les 3/4 sont le fruit d'une recommandation par algorithme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme de recommandation ? C'est simplement le programme qui, parmi l'océan de contenu disponible, va choisir celui qui, à un instant T, a le plus de chances de retenir votre attention. Et le problème, c'est que ces algorithmes ne sont pas là pour servir votre intention, ils sont là pour capter votre attention. Et ça n'a strictement rien à voir. Si vous êtes en train de conduire, par exemple, et que vous passez à côté d'un accident de la route, votre regard va être irrésistiblement attiré par cet accident de la route, dans la majorité des cas. Et de ce comportement, un algorithme de recommandation apprendrait que vous adorez regarder des accidents de la route et vous en recommanderez un nouveau à regarder tous les kilomètres. Et c'est un peu ce qui se passe sur les médias sociaux aujourd'hui, c'est que ces algorithmes accordent une préférence systématique au sensationnalisme, au mensonge et à la haine, pas parce que des ingénieurs malveillants en ont décidé ainsi, mais simplement parce que ce type de contenu est plus apte à retenir votre attention. Donc comme je le disais, cette course à l'extraction d'attention a des conséquences massives à toutes les échelles. À l'échelle individuelle, déjà, il y a tous les phénomènes en lien avec l'addiction. Dans les pays de l'OCDE, on estime que les enfants passent au cours de leur scolarité 3 fois plus de temps devant un écran
qu'à l'école. Donc évidemment, ça a d'énormes conséquences sur leur développement cognitif. Les enfants qui sont surexposés aux écrans développent des troubles du langage, des retards de développement cognitif et des troubles de l'attention qui, parfois, vont les poursuivre tout au long de leur vie. Chez les adolescents, ça a aussi de très nombreuses conséquences, puisque les réseaux sociaux exacerbent à l'extrême leur instinct de comparaison sociale, et puis les privent d'heures de sommeil, d'activité physique, si bien qu'aujourd'hui, les adolescents, dans la plupart des régions du monde, sont de plus en plus victimes d'insomnie, de solitude, et puis y compris d'anxiété, de dépression, voire de comportements suicidaires. Donc ça a des conséquences catastrophiques liées à l'addiction. Il faut bien se rendre compte que l'addiction, ce n'est pas un effet indésirable des plateformes sociales. Comme je l'ai dit, c'est le premier objectif qu'elles poursuivent. Il y a même le patron de Netflix, Reed Hastings, qui a déclaré publiquement « Notre seul concurrent, c'est le sommeil, et nous sommes en train de gagner ». Donc c'est assumer que le but de ces plateformes, disons que des besoins physiologiques de base, sont conçus comme des obstacles sur le modèle économique de ces plateformes. Donc tout ça paraît catastrophique, et pourtant, la majorité des impacts des réseaux sociaux sur l'humanité ne se situent pas à l'échelle individuelle, ils se situent à l'échelle collective. Le philosophe Michel Serres a dit « Chaque fois qu'une révolution de l'information intervient, la civilisation bascule et se met en place de manière nouvelle. » Aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution de l'information d'ampleur similaire à celle qui l'ont précédée. L'invention de l'écriture, de l'imprimerie ou d'Internet. C'est difficile à croire, mais c'est ce qu'on est en train de vivre. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'une poignée d'algorithmes obéissant à des intérêts privés choisissent ce à quoi l'humanité va accorder son attention à raison de 2h30 par jour. Et il y a un phénomène peut-être encore plus grave que la désinformation, c'est ce qu'on appelle le détournement systématique de notre attention. C'est le fait qu'on soit en permanence noyé dans un océan d'insignifiance et qu'on n'arrive plus à accorder notre attention à ce qui compte. En 1945, après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, il y a un groupe de scientifiques qui s'est réuni dans le but d'alerter l'opinion publique sur des menaces planétaires, mais d'origine humaine. Alors, à l'origine, le groupe s'intéressait principalement aux risques atomiques, bien sûr, et puis, au fil des années, ils se sont mis à étudier d'autres menaces. Alors, il faut savoir que cette organisation, le Bulletin of the Atomic Scientists, est soutenue par plus de 40 lauréats du prix Nobel depuis le début de son existence, dont Albert Einstein et Richard Oppenheimer. Et donc cette organisation s'est mise à étudier le changement climatique, évidemment, et puis d'autres menaces. Et en 2022, il s'est passé quelque chose d'assez inédit. Ils se sont mis disons que dans leur tableau de bord est entrée une menace non matérielle, qui est, je cite, « un paysage de l'information corrompu empêchant toute prise de décision rationnelle ». En fait, ce que signifient les scientifiques par là, c'est que dans le paysage de l'information actuel, on n'a plus aucune chance d'apporter une réponse intelligente aux crises que l'on traverse, puisqu'on n'est même plus capable de comprendre ces crises. Si vous voulez un exemple de ça, une analyse en 2019 a été conduite sur les 200 vidéos les plus vues de tout YouTube au sujet du changement climatique, et cette analyse montre que plus de la moitié des vues sur ces vidéos provenaient de vidéos qui niaient l'origine humaine du changement climatique et qui propageaient des thèses complotistes ou même complètement conspirationnistes sur l'origine du changement climatique, voire sur son existence. Un autre exemple, sur Twitter, le compte international du GIEC a moins de 3% du nombre d'abonnés du compte français du PSG. Donc vous voyez que notre attention est complètement noyée dans un océan et qu'on n'arrive plus à accorder de l'attention même aux sujets absolument prioritaires. Alors face à cet état de fait, on peut être tenté de se dire il faut que j'adopte une hygiène de l'information irréprochable. Je vais me désinscrire des réseaux sociaux, je vais remonter à la source de toutes les informations qu'on me donne. Et vous pouvez avoir une hygiène irréprochable numérique, je vous engage à le faire, mais c'est très difficile d'une part. Et puis d'autre part, si vous faites tout ça parfaitement à l'échelle individuelle, vous ne vous protégerez malheureusement pas des effets des médias sociaux à l'échelle de la société. C'est-à-dire que la désinformation continuera d'avoir lieu, la radicalisation continuera d'avoir lieu, puis on continuera à foncer comme un troupeau aveugle dans le mur du changement climatique. Tout ça continuera d'avoir lieu et simplement vous pourrez vous en laver les mains. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est une réponse politique. Aujourd'hui, les plateformes numériques que j'ai citées, elles se présentent comme des places de village planétaires. Mais la réalité, c'est qu'elles obéissent à des intérêts privés et elles sont gouvernées par des lois arbitraires. Donc il faut reprendre le contrôle de l'information. Il faut construire des garanties démocratiques au paysage de l'information. En 2023, j'ai rejoint le Forum sur l'information et la démocratie. La déclaration sur laquelle il s'appuie dispose que l'espace de l'information doit préserver
et renforcer notre capacité à affronter les défis de notre temps, à anticiper notre destin commun. Alors évidemment, on est très loin de cette situation, mais le Forum poursuit sa route et aujourd'hui, il a réuni un partenariat composé de plus de 50 États issus de tous les continents, dont 25 pays membres de l'Union européenne. Comme je l'ai dit, l'histoire de l'humanité ressemble de plus en plus à une course entre l'éducation et la catastrophe. Pour que l'éducation l'emporte sur la catastrophe, la civilisation de l'information a besoin de droits, de lois et d'institutions. Elle doit être fondée sur l'intérêt collectif et la coopération pour ne pas se soumettre aux lois du marché et de la prédation.